Nous sommes le jeudi 20 mai 2021 et vous écoutez le 12e épisode de la seconde saison du podcast Faut pas pousser les ISO. Bienvenue sur Faut pas pousser les ISO, le podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Je suis Arthur Azoulay et cette émission vous est proposée par le magazine Le Monde de la Photo. Cette semaine, nous allons essayer de comprendre et de percer les mystères qui entourent les fameuses montures optiques. Qu'est-ce qu'une monture optique ? Qu'est-ce qu'il est possible d'utiliser comme objectif sur mon appareil ? Qu'offrent de plus les nouvelles montures hybrides ? Voici les questions auxquelles nous allons essayer de répondre. Cet épisode vous est présenté par les hybrides et optiques Nikon Z. C'est parti pour ce 12e épisode de la seconde saison du podcast Faut pas pousser les ISO. Je suis toujours avec toi, Benjamin, mon co-animateur et le rédacteur en chef du magazine Le Monde de la Photo. Comment vas-tu aujourd'hui, Benjamin ? Salut Arthur, ça va bien. Écoute, on a un débat passionnant qui nous attend. Moi-même, j'hésite pas mal sur les montures hybrides, savoir laquelle choisir. Est-ce qu'il en faut une, est-ce qu'il en faut plusieurs ? On compte sur notre invité pour nous aider à trancher. Et oui, parce qu'on a le plaisir de réaccueillir une nouvelle fois dans l'émission le journaliste Bruno Labarbère. Alors je vais quand même te représenter pour ceux qui te découvrent et qui peut-être découvrent le podcast aussi à l'occasion de cette 12e émission. Alors Bruno, tu es journaliste spécialisé indépendant. Tu collabores ou tu as collaboré avec de nombreuses rédactions comme Réponse Photo, Le Monde de la Photo, Nikon Passion, Frandroid ou Les Numériques où tu as été pendant plusieurs années chef de rubrique photo. Tu es également formateur à la Leica Academy et éditeur du blog mizuwari.fr. Bonjour à toi Bruno, t'es à la maison un peu, hein. Merci d'être revenu encore une nouvelle fois à ces micros. Bonjour Arthur, bonjour Benjamin, merci de m'avoir invité pour la 4e fois il me semble, même si à chaque fois c'est pour des questions un petit peu, qui font débat et j'espère que je vais pouvoir vous aider un petit peu aujourd'hui. On compte un peu sur ton expertise, ouais. Je vous propose de commencer l'émission, comme d'habitude, avec le Flash Actu. Cette semaine, dans le Flash Actu, Polaroid met un pied dans le prêt-à-porter de luxe. La MEP peut enfin réouvrir ses portes et la saison des promotions d'été est lancée. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le nouveau site des spécialistes de l'image. Polaroid a décidé de faire une collaboration avec la marque de prêt-à-porter de luxe italienne Fendi. Le fruit de cette collaboration est le Vintage Camera, un appareil photo instantané reconditionné Polaroid 636 des années 90, entièrement redécoré aux couleurs de Fendi. Cet appareil au top de la tendance est proposé au prix de 750 €. Et pour information, un petit tour sur le Bon Coin nous montre que l'on peut acquérir un Polaroid 636 original pour environ 60 €. Avis aux amateurs. La Maison européenne de la photographie à Paris peut réouvrir ses portes aux visiteurs et propose une exposition d'envergure sur la photographie japonaise d'après-guerre intitulée Tokyo et signée par les artistes Daido Moriyama et Shomei Tomatsu. Au programme, pas moins de 400 œuvres seront exposées. On pourra découvrir le travail de Tomatsu qui a photographié depuis 1954 le prolétariat dans un pays profondément meurtri par les destructions de la Seconde Guerre mondiale, ainsi que le travail de Moriyama avec entre autres des photos de rue et des portraits issus de son premier livre Japan A Photo Theater. L'exposition Moriyama Tomatsu Tokyo, c'est à découvrir à la MEP dans le 4e arrondissement de Paris jusqu'au 24 octobre 2021. Et enfin, pour terminer, la saison des promotions d'été est lancée. Nikon propose jusqu'à 400 € de remise immédiate sur sa gamme d'hybrides Z, boîtier et ou optique. 400 € de remise par exemple sur un kit Nikon Z6 II avec un 24-70 mm f4.S. Cette promotion est valable jusqu'au 19 juillet prochain et toutes les modalités sont à retrouver sur le site de Nikon. Nikon n'est évidemment pas le seul constructeur à proposer des offres d'été. Vous trouverez également des choses par exemple chez Canon, Sony, Fujifilm, Sigma, Olympus, Tamron ou encore Panasonic. Bon, c'est assez calme, les actualités cette semaine. Je pense que c'est le calme avant la tempête, Benjamin.
Ouais, c'est le calme, oui, du côté du matos. Par contre, c'est l'explosion, c'est le boom, c'est le printemps au niveau des événements culturels avec la réouverture des musées et lieux d'exposition. Donc, l'expo Moriyama dont tu as parlé, notamment à la MEP, moi je l'attends depuis très longtemps. C'est un photographe que j'adore, photographe japonais qui photographie beaucoup avec son Ricoh dans les rues de Shinjuku la nuit. Pour ceux qui connaissent le quartier, Tokyo Heat assez fiévreux, très agité. Des noirs et blancs hyper contrastés, un peu extrêmes. Enfin, moi, je suis très très fan de ce qu'il fait. Donc, je vais me ruer à la MEP dès que possible, dès que j'aurai un petit moment là. Moriyama, ce qui est chouette, c'est que récemment, il shootait pas mal avec un Sony Ericsson. Donc, c'est bien la preuve qu'on n'a pas besoin d'un appareil photo à très très grand capteur avec un zoom super lumineux, enfin, de l'objectif super lumineux pour faire de l'art. Et juste pour rebondir sur les promotions Nikon, ce qui est cool, c'est que quand tu achètes un kit Nikon, ça te paye la moitié de ton Polaroid Fendi avec la promotion. Je ne sais pas s'il faut réfléchir comme ça. C'est important de le souligner. Non, mais c'est important de le souligner. Oui, voilà. oui, tu as bien raison. Tu as bien raison. En tout cas, niveau actualité matos, moi j'ai quand même repéré 2-3 petites choses. Alors je les ai pas mis dans le déroulé du Flash Actu, mais je voulais quand même le partager avec vous. Alors je sais pas si vous savez, mais il y a un salon de la photo en Chine qui vient tout juste de fermer ses portes. Un vrai salon hein, avec des stands et des gens à l'intérieur. Et il semblerait que la société Viltrox, soit en train de développer toute une série de focales fixes autofocus en monture Nikon Z. Alors a priori, il y en a déjà un qui est disponible, c'est le 85 mm f1.8, mais serait en préparation et ils ont montré des mock-ups derrière une vitrine, un 24 mm 1.8, un 35 mm 1.8, un 50 mm 1.8, mais aussi un 23 mm 1.4, un 33 mm 1.4 et un 56 mm 1.4. Bon, c'est quand même une bonne nouvelle, moi, je trouve, de commencer à voir arriver des constructeurs d'objectifs tierces sur la monture Z, avec autofocus, hein, j'entends. Oui, il y en a déjà, mais toi, t'en penses quoi, Bruno de Vitrox? Parce que t'avais fait un dossier récemment pour nous sur un peu toutes ces chinoiseries. T'étais assez réservé quand même. Oui, sauf pour Viltrox, justement, qui est l'un des plus prometteurs, à mon sens, parce que déjà, ils font de l'autofocus. Ce qui n'est pas rien, ils le font bien, ils le font même très très bien. Et une chose qui est importante, c'est que la plupart des objectifs Viltrox disposent d'une prise USB qui permet de faire la mise à jour du firmware. Et ce firmware est mis à jour quasiment tous les mois. Et en plus, ils fournissent sur leur site les profils de correction pour Lightroom, pour Photoshop, pour tout ça. Donc c'est pas juste du one-shot, on sent qu'ils veulent vraiment s'investir, écouter le client et améliorer le produit petit à petit. Donc s'ils sortent effectivement du 24-1.8, 35-1.8 et tout ce que tu as évoqué pour la monture Z, ça peut être une bonne nouvelle. Après, est-ce que c'est officiellement ouvert par Nikon? Parce que c'est la rétro-ingénierie, je pense qu'on verra. Et j'ai une autre aussi nouveauté qui peut être assez intéressante pour les amoureux de la photo. Alors on va aller dans l'univers du smartphone. Alors je ne sais pas si ce sera disponible un jour en France, mais la société Sharp vient tout juste de dévoiler son nouveau Aquos R6 avec une belle surprise niveau photo à l'intérieur, puisqu'on a le retour tant espéré et tant aimé du capteur 1 pouce et de l'optique Leica qui était déjà utilisé il y a, je dirais, peut-être presque 6-7 ans sur le Panasonic Lumix CM1. Le Lumix CM1. Que j'adore, voilà, avec son 28 mm, ça sent le DNG et ça sent la focale grand angle lumineuse sur 1 pouce, c'est sympa. Ouais, hein. Ça sent très bon. Et en plus, en termes de timing, c'est assez drôle parce qu'il y a quelques semaines à peine, donc il y a 2 semaines, Xiaomi a présenté son Mi 11 Ultra avec le capteur 1/1,2 pouces, donc il n'est pas tout à fait un 1 pouce, et une communication assez, on va dire, expressive sur le capteur qu'ils appellent ultra grand format. Donc voilà, Sharp qu'on n'avait pas entendu depuis fort longtemps, qui revient avec un truc un petit peu plus gros, c'est assez intéressant. Après, l'autre question qui se pose, c'est pourquoi Leica est-ce qu'ils n'avaient pas un partenariat relativement exclusif avec Huawei? Peut-être que ça sent le sapin côté Huawei, hein. Ouais, ça sent un petit peu le sapin. Et après, Sharp, je ne sais pas si c'est le bon choix d'un point de vue marketing, parce que Sharp, en dehors du Japon et en dehors de leur téléviseur et tout ça, ils n'ont pas non plus une immense notoriété.
Benjamin, est-ce que tu as repéré d'autres actualités dans l'univers de la photo et de la vidéo que tu aimerais qu'on aborde ici? Ouais, j'aimerais bien parler d'un bouquin qui sort tout juste chez Erol, de notre ami Jean-Christophe Béchet, qui a coécrit avec Samuel Desclercq un bouquin qui s'appelle Acquérir une culture photo, que je n'ai pas lu encore, que je viens juste de recevoir, qui a l'air sympa. Donc je lis juste le sous-titre qui va peut-être donner la teneur un petit peu du contenu. Une exploration des coulisses de la création photographique en 200 questions, esthétiques et pratiques. Ça sent un petit peu la discussion, on va dire, de puriste. Mais connaissant l'une des deux plumes, on est en terrain fiable. On passe à la suite. C'est le moment de la story hebdomadaire de Benjamin. Alors cette semaine, tu vas nous parler d'une série photo diffusée sur Arte, qui nous plonge dans les coulisses du travail d'un grand portraitiste français. C'est Sigma qui aujourd'hui vous présente la story de Benjamin. Que se passe-t-il dans la tête d'un photographe au moment de déclencher ? C'est en substance ce que nous propose d'explorer la série Pause photographique, créée en 2016 sur Arte. Actuellement, la chaîne franco-allemande rediffuse la saison 2, qui met en lumière le travail du portraitiste Olivier Rollet. En 10 épisodes de 4 à 9 minutes, il dissèque plusieurs séances ou séries photographiques marquantes. À cette occasion, les rôles se sont inversés. Habitué à diriger ses modèles, Olivier Rollet s'est plié à l'exercice du commentaire en voix off, sous la houlette du rédacteur en chef Paul Oisan, responsable de l'atelier de recherche d'Arte France. Une expérience inédite et éreintante pour le photographe. Moi, mon job de portraitiste, c'est de dire à l'autre, attends, t'inquiète pas, c'est moi qui vais faire la mise en scène, c'est moi qui vais te guider sur la séance. Là, je me laissais faire. Et en l'occurrence, le principe, en fait, c'est d'avoir des images et une voix off. Les images, on le fait à froid, on choisit les images. Le monteur d'Arte peut les recadrer, il en fait un peu pas ce qu'il veut, mais je veux dire, il peut zoomer dedans, il peut en faire autre chose qu'une seule image plein pot. Et par ailleurs, on a passé 2 jours d'affilée, 10 heures par jour, où on a fait les 10 modules, et j'ai parlé pendant 2 fois 10 heures, j'étais déchiré. Le spectateur découvre ainsi ses portraits les plus emblématiques, des personnalités du monde politique, financier, des artistes aussi. Et toujours le même intrus qui, au terme de chaque série, figure aux côtés de ses modèles, le visage littéralement collé à eux. Une manière pour le photographe de signer son travail, mais aussi de déstabiliser le sujet. À chaque fois, je me suis rendu compte que je parle de mes photos. Et en fait, je ne suis jamais sur les photos. C'est toujours la photo de quelqu'un d'autre. C'est moi qui l'ai faite en tant que photographe. Et je trouvais ce paradoxe intéressant. Je me suis dit, tiens, quitte à dire mes photos, autant aller dans la photo pour voir à quoi ça ressemble. Quand je suis derrière mon appareil, rien ne peut arriver que je ne maîtrise pas et que je ne valide pas. La question, c'est quand je vais quitter le lieu de l'autorité, qui est celui du photographe, pour me mettre à côté du modèle, je colle ma tête à lui et du coup, je vois plus son regard. Est-ce que j'aurais mis en place les conditions de son abdication d'une certaine manière ? Est-ce qu'il va rester concentré ou est-ce qu'il va reprendre sa pose de communicant ? Cette intervention dans le cadre résulte aussi d'un questionnement sur la manière de percevoir et d'authentifier les images aujourd'hui. À l'époque, des gens qui avaient vu le général de Gaulle, la parole suffisait pour conférer à celui qui avait vu l'homme puissant, un statut différent, une sorte d'aura. On va dire que dans les années 80, il fallait avoir photographié François Mitterrand. On est passé à un monde du mot à celui de l'image. Et je trouvais qu'à partir de Sarkozy, Hollande et Macron, au fond, la photographie ne suffit plus comme preuve, parce que tu pourrais toujours l'avoir chouré sur Internet et avoir fait un montage. Il faut avoir été photographié avec. Et je trouve que là, il y a un basculement de la manière dont on perçoit l'image qui m'intéresse. Et donc, en allant dans l'image, je questionne aussi ça. L'autoportrait a toujours fait partie intégrante de la littérature, la peinture, la photographie. La mise en scène de l'artiste avec son modèle, en revanche, relève d'une démarche plus originale, selon lui. Tous les artistes ont fait de l'autoportrait. Mais l'autoportrait avec modèle, c'est rarissime. Et je connais 2 exemples seulement. Le premier, c'est les Ménines de Velázquez, où Velázquez fait le contre-champ. En fait, il se peint lui, et dans le miroir, au fond de la scène, il y a les commanditaires qui sont le couple royal. Et puis, un autre exemple, c'est les époux Arnolfini de Van Eyck, où Van Eyck, en fait, se peint, lui, c'est l'inverse de Velázquez, mais il se peint en plein milieu de la peinture, dans un miroir en reflet. Et du coup, je me suis dit, c'est hyper intéressant, parce que ça, personne ne l'a fait, quoi. Alors que tous les amateurs le font.
Écoutons un court extrait de l'épisode 1, consacré à une séance avec Jeanne Moreau, qui a abouti à une image emblématique du travail d'Olivier Rollet. Peut-être que la photo que je garde, c'est une photo qui nous échappe. Elle a la mâchoire en avant, comme ça. Elle doit penser à un truc. Je suis là presque par effraction. Par contre, j'ai mis tout en place pour que ça ce soit possible. Tout le cadre, la lumière, tout est figé. Et quand ça se produit, je le fais durer. Je lui dis, top, vous bougez pas, restez comme ça. Ouais, attendez, la tête se baisse un petit peu. Tac, regardez ma main, regardez le regard un petit peu plus à droite. Et je fais cette photo. Et cette séance, c'est un basculement dans mon travail. Parce que pour la première fois, je fais une photo pour rien. Du coup, cette série, elle est dispo en replay. On peut la voir où exactement? Ouais, on peut la voir sur le site d'Arte, on peut la voir sur l'appli d'Arte qui est pas mal faite, qui permet de le visualiser sur ses tablettes, smartphones, etc. jusqu'au 30 mai, en accès libre. Donc il y a 10 épisodes, on peut voir des sessions photos commentées comme ça avec moult personnalités, je sais pas, il y a Juliette Binoche, François Hollande dans le désordre, BHL, des grands financiers aussi. Avec justement Rachida Dati, il y a une anecdote dingue avec Rachida Dati qui refusait de pas sourire en fait, qui proposait une espèce comme ça de sourire crispé sur l'image finale. Et ce qui est passionnant, c'est qu'on voit du coup ces images à l'écran donc figées, les images fixes avec ce commentaire en voix off, avec tout ce qui précède, tout ce qui s'est passé pendant et ce qui s'est passé après la prise de vue. Et c'est comme ça pénétrer dans les coulisses d'une session de travail. Je trouve ça vraiment intéressant. Ça m'a moi rappelé ce qu'avait fait Arte à une époque, la lecture de planches contact, une série qui s'appelait Contact, où il y a plein de grands photographes qui faisaient des lectures de planches contact. Donc c'est gratuit, c'est en ligne. Si ça vous intéresse, allez-y. Voilà, il y a quelque chose à en tirer, à mon sens. Ouais, c'est vrai que c'est pas la première fois que la photographie est exploitée en télévision, alors que ça soit sur des petits documentaires comme ça, mais je crois que de mémoire, j'avais même entendu parler d'un genre de concept de télé-réalité, qui veut devenir le photographe ultime. C'était avec Toscani. Exactement. C'était avec Toscani, photographe aussi, de mode, et sur Arte aussi. Tout à fait. Et c'est devenu quoi? Ah, je sais pas du tout. Je crois qu'il y a eu 2 saisons. Ah ouais, quand même. Faudrait vérifier. Je pense pas qu'il y ait eu de suite, mais c'était une sorte d'émission d'M6, mais revue à la sauce Arte avec des workshops, un mec qui te dit comment faire, etc., et sans pub, j'imagine. Donc ça, c'est plutôt bien. Toi, Bruno, tu as des petites émissions un peu fétiches qui parlent de photos, alors que ça soit à la télévision ou peut-être même sur YouTube ou en podcast, à la radio. Il y a des choses qui te viennent à l'esprit là? Mon grand jeu à la télé ou dans les séries, c'est juste d'essayer de repérer les appareils photo utilisés par les personnages dans les séries. Voilà. Bon, le placement produit. bah, Dexter avec ses Nikon et ses flashs annulaires Nikon. On a James Bond avec les Sony aussi, hein, si on rentre dans ce petit jeu-là. Ouais. Moi, je cherche plutôt les Leica. Ouais. Il y en a. Il y en a. Puis des fois, il y a des modèles que je ne connais pas et j'essaie de vérifier si ça correspond à l'époque, si c'est pas de la... T'es vraiment un geek, hein. J'y peux rien, c'est comme ça. Voilà. Après, il va falloir que tu reviennes bientôt, Bruno, parce que je vous parlerai très prochainement d'un film sur une série mythique de Eugene Smith à Minamata, oui. Au Japon. Un film incarné à l'écran par Johnny Depp. Avec son Minolta. Le photographe est incarné à l'écran par Johnny Depp. Et là, il y aura du placement boîtier, ouais. Mais en fait, dis donc, c'est une idée de rubrique, ça. Les appareils au cinéma? Ah mais il y a beaucoup de choses à raconter. C'est notamment, j'avais discuté une fois avec Nikon, on va reparler tout à l'heure. C'est pourquoi dans les films ils utilisent tous du Nikon, et c'est parce que dans la réalité, ils utilisent tous du Nikon. Après, pour en revenir à la question des chaînes YouTube, il y en a une que j'aime beaucoup, dont j'ai oublié le nom tellement je l'aime, qui explique l'histoire des technologies de la photographie. Donc c'est des vidéos qui sont très très longues, qui font souvent entre 30 et 45 minutes. Mais ça revient vraiment pas à pas sur la relation qu'il y a entre photographie, cinéma, vidéo. Et c'est toujours expliqué de manière très claire, très, très sobre. En français, en anglais? En anglais. Et je crois que c'est Learn Photography ou quelque chose comme ça. On ajoutera le lien au sommaire de l'émission. Bah écoutez, merci. Je vous propose qu'on passe à la suite et on revient dans quelques instants après une courte publicité.
Vous aimez Faut pas pousser les ISO? Et si vous découvriez Le Monde de la Photo, le magazine? Disponible en kiosque sur tablette et ordinateur ou par abonnement, il est le parfait complément de votre podcast préféré. Tous les mois, retrouvez des actualités, des portfolios, des enquêtes, des reportages, des tests, des conseils pratiques et de prise de vue, des tutoriels pour retoucher vos images, pour devenir un photographe accompli. Infos et modalités d'abonnement disponibles sur lemondedelaPhoto.com. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les ISO avec le journaliste Bruno Labarbère pour parler des montures optiques et plus particulièrement des nouvelles montures hybrides. Alors la monture, c'est ce qui permet de pouvoir installer et utiliser une optique sur un appareil photo ou une caméra à objectif interchangeable, comme par exemple un hybride ou un réflexe. Il existe presque autant de montures que de constructeurs d'appareils photo et chaque constructeur peut exploiter différentes montures en fonction des familles d'appareils qu'il propose. Malheureusement, dans la théorie, on ne peut pas monter n'importe quel objectif sur n'importe quel appareil. Mais nous allons voir que dans bien des cas, il existe des solutions pour ruser. Alors ma première question, mon cher Bruno, c'est quoi les caractéristiques d'une monture ? Alors la monture, comme tu l'as dit, c'est ce qui permet d'attacher l'objectif sur le boîtier sans qu'il tombe. C'est bête à dire comme ça, mais s'il y a eu autant de montures dans l'histoire, c'est parce qu'elles n'étaient pas toutes aussi efficaces les unes que les autres. Donc la première caractéristique de la monture, ça va être son système d'attachement. Aujourd'hui, on est tous passés à des montures à baïonnette, alors qu'à l'époque, il y avait des montures vissantes et des montures qu'on appelle breech lock, qui, dans les deux cas, sont le système d'écrou-boulon ou un système qui s'approche de ce qu'on trouve en plomberie. Donc on est tous sur la monture à baïonnette, ce qui est le plus pratique aujourd'hui. Après, qu'est-ce qui va différencier les montures? D'un point de vue physique, ça va être le diamètre de la monture. Okay. Il faut que le diamètre de l'objectif corresponde, enfin de la monture de l'objectif corresponde à celui du boîtier. Et en règle générale, si ce n'est pas le cas, ça va poser un petit problème. Et ce qui va nous intéresser aujourd'hui tout particulièrement, c'est quelque chose de plus... de moins visuel, parce qu'on ne peut pas le voir sur la monture, mais qui est extrêmement important, c'est le tirage mécanique. Et tu parlais de l'importance de maintenir, c'est vrai, c'est tout bête, mais enfin c'est un peu la base du truc, c'est de maintenir l'optique sur le boîtier. Est-ce que toutes les montures à l'heure actuelle sont aussi fiables les unes que les autres d'un point de vue physique, on va dire? Parce que je crois me souvenir que même Sony, sur sa monture E, avait communiqué sur ses Alpha 7 sur une monture un peu plus fiable et un peu plus solide. À un moment, je crois qu'ils avaient revu ça parce qu'avec des téléobjectifs, elle était censée être un peu fragile. En fait, physiquement, la monture en elle-même, c'est solide. Ça fait à peu près 100 ans qu'on sait faire des montures à baïonnette. C'est éprouvé. Ce qui va faire la différence, c'est plutôt le matériau dans lequel est fabriquée la monture. Forcément, si tu achètes un objectif avec une monture en plastique, le plastique, ça se tord, ça fond et ça se fend. Et après, ce qui va aussi faire la différence, c'est le nombre de vis qui maintiennent la monture à l'objectif ou au boîtier. Et c'est pareil, c'est en fonction de la longueur de la vis, de la colle qui est utilisée, du pas de vis, littéralement. C'est exactement comme poser des étagères sur un mur. Si tu mets des vis qui sont toutes courtes et pas très solides, tu vas mettre un pot de fleurs, ça va tomber. Et est-ce que ça, c'est un critère qui va par exemple, catégoriser un appareil dans l'une ou l'autre catégorie, ou par exemple une monture E APS-C d'entrée de gamme et une monture E2436 de haut de gamme auront le même nombre de vis, tu vois? Est-ce que c'est comme les joints d'étanchéité? Est-ce que c'est un truc qui va compter ou pas forcément? Faut vraiment pas y porter attention. Dans la plupart des cas, une monture, ça peut soutenir 1 kg, voire 2 kg. Et de toute façon, on compte aussi sur le bon sens du photographe, à éviter de mettre un objectif de 3 kg sur un appareil photo qui en pèse 400 grammes. C'est d'ailleurs pour ça que sur les gros téléobjectifs, on a des colliers de fixation trépied et que quand on les utilise avec un pied, on fixe le pied à l'objectif et non au boîtier. Alors, la monture, ça permet de fixer physiquement un objectif à un boîtier. Mais par la monture passe aussi énormément d'informations, on va dire, numériques ou électroniques qui permettent de piloter les différents organes de l'objectif. Est-ce que tu peux nous expliquer, Bruno, c'est quoi les infos qui transitent par la monture? Avant, c'était des informations qui transitaient de manière purement mécanique.
Donc, le boîtier était capable de savoir la focale qui était montée sur l'objectif. Ça, c'était le cas sur tout ce qui est monture télémétrique. Et les deux autres informations qui transitaient de manière mécanique, c'était l'ouverture, donc le contrôle du diaphragme, et la possibilité de, du coup, ouvrir, fermer le diaphragme lorsque l'on prenait la photo. Et le deuxième, bien sûr, c'est le contrôle de l'autofocus. Aujourd'hui, avec les systèmes électroniques des appareils photo numériques, il y a beaucoup plus d'informations qui s'échangent. Toujours l'ouverture, toujours l'autofocus, mais on peut piloter aussi de manière beaucoup plus rapide cette mise au point, notamment pour la vidéo. Mhm. Oui, les optiques motorisées. Avec des optiques motorisées, mais surtout, ça permet de vraiment ajuster sa mise au point quasiment 240 fois par seconde. Oui, c'est ça. Je crois qu'il y a même Panasonic, au moment du lancement des S2436, communiquait là-dessus, justement, sur la vitesse de communication qu'il y avait entre l'objectif et l'appareil photo. Voilà, il y a ça. Et puis aussi, on a tendance à l'oublier, mais ça permet de communiquer l'identité de l'objectif. Et donc, l'appareil photo est capable de corriger les défauts de l'objectif en fonction. Et d'adapter la stabilisation en fonction de la focale, etc., de manière auto. Et peut-être qu'on peut rappeler que c'est pas propre, c'est assez intermarque selon les marques. C'est-à-dire que certaines optiques Samyang, par exemple, désormais peuvent aussi être reconnues, identifiées par le boîtier, et on aura des données EXIF. C'est pas propre à chaque marque. C'est ce qu'on appelle la différence entre une monture dite active et une monture passive. Alors j'entends par passive simplement une fixation mécanique de l'objectif et du boîtier sans aucune communication, et les montures actives qui permettent de communiquer. Et il existe des objectifs 100% manuels, mais qui ont quand même une monture active. Je pense par exemple à Zeiss, qui permet de communiquer au boîtier la valeur d'ouverture, etc., pour les données EXIF. Ouais, mais ça, c'est pas obligé de passer par la monture. C'est la cellule et le système électronique du boîtier qui peut lui-même déduire l'ouverture utilisée en fonction de la valeur d'exposition relevée. Voilà. Cas typique, quand tu utilises un objectif Leica M qui n'a absolument aucun connecteur, aucune électronique sur un boîtier Leica, il est pourtant capable de te dire dans les EXIF, ça a été pris à telle ouverture. Avec une précision absolue ? Avec une précision d'un demi-diaphragme. Alors, s'il y a quelques notions qui sont hyper importantes à bien saisir et bien comprendre quand on parle de monture et de compatibilité optique, c'est les notions de tirage mécanique et de cercle de couverture. Alors, on a demandé à Xavier de la Tuleille, qui est journaliste et a été professeur de photographie à l'ENS Louis Lumière, de nous expliquer ces deux notions. On l'écoute. Le cercle de couverture, c'est la largeur de l'image formée par un objectif. Si on prend le cas d'une lentille simple, comme une loupe, la taille de l'image formée dépend de la distance focale. Plus la distance focale est courte, plus l'image est petite et plus le cercle de couverture de la lentille va être étroit. Et plus la focale est longue, plus on va avoir un grand cercle de couverture. Avec les objectifs photo, on fabrique des objectifs à plusieurs lentilles pour adapter le cercle de couverture afin que, quelle que soit la focale, on arrive à couvrir toute la surface du capteur. Chaque objectif, en fait, est adapté à un format de capteur particulier. Par exemple, il existe des objectifs pour le format micro 4/3, d'autres pour le format APS-C, d'autres pour le format 24-36 ou pour le moyen format. À chaque fois, il faut des objectifs qui ont un cercle de couverture adapté à la taille du capteur. Cela dit, on peut très bien utiliser des objectifs prévus pour des grands capteurs sur des plus petits capteurs. Par exemple, avec les Sony E, on a des objectifs qui couvrent le 24-36 et d'autres qui couvrent le format APS-C. Sur le format APS-C, on peut mettre les objectifs 24-36. Simplement, ils n'auront pas la même focale apparente. Ils auront une focale plus longue parce que le petit capteur de l'APS-C va recadrer l'objectif. On écoute maintenant Xavier nous expliquer ce qu'est la notion de tirage mécanique. Le tirage mécanique, c'est la distance entre la monture et le capteur. L'image qui est formée par l'objectif doit être nette sur le plan du capteur.
Sur un réflexe, on doit avoir un tirage assez important entre l'objectif et le capteur, parce qu'il faut laisser la place au miroir pour faire son aller-retour entre le moment où on vise et le moment où on prend la photo. Sur un hybride, on n'a plus ce problème de miroir et on a pu donc raccourcir la distance entre l'objectif et le capteur de manière à avoir des boîtiers plus compacts. Donc on a un tirage mécanique qui est propre à chaque type d'appareil et à la nature de l'appareil. Réflexe, tirage mécanique important, hybride, tirage mécanique plus court. On peut monter des objectifs d'appareils réflexes sur des hybrides parce qu'il y a la place. En fait, vu que le tirage mécanique du réflexe est plus important, il est au moins du double de celui d'un hybride, on peut utiliser la distance excédentaire pour fabriquer une bague qui va permettre de monter un objectif de réflexe sur un hybride. Pour ça, en fait, il faut juste avoir la bague adéquate, c'est-à-dire de la bonne longueur. Ok, du coup, donc si je résume, sur un objectif, il faut tenir compte de son cercle de couverture, donc en adéquation avec l'appareil avec lequel on veut l'utiliser, et aussi le tirage mécanique qui doit être en adéquation avec la nature de l'appareil avec lequel on veut l'utiliser. Si on faisait un petit tour des différentes montures qui existent chez les différents constructeurs, on peut peut-être commencer par le plus connu, Canon. Qu'est-ce qu'il existe chez Canon en termes de monture? Tu veux dire réflexe hybride confondu? Exactement. On va toutes les citer. On peut dire, on peut schématiser. On peut dire que Canon, en tout cas, que ce soit les réflexes ou les hybrides, il y a deux montures différentes. Sur les réflexes, on a la monture EF qui couvre le format 24-36 et on a la monture EFS qui est, elle, réservée à la PSC, avec aussi la problématique de ne pas pouvoir monter des optiques EFS sur des montures EF. Ça, c'est assez propre à Canon. Et sur les hybrides, en tout cas pour l'instant, en monture RF, il n'y a que des objectifs conçus pour le 24-36. Enfin, la monture RF est dédiée au 24-36. On ne sait pas s'ils l'ouvriront à la PSC. On peut l'imaginer, mais il y a aussi la monture EFM dédiée aux hybrides APS-C de la marque. Donc là, on est vraiment à chaque fois, ça veut dire que quand on fait un choix, en tout cas, si on va sur la PSC, il faut tenir compte de cette impossibilité de monter une optique APS-C sur du 24-36. Voilà, et cette impossibilité, elle vient moins du fait que les objectifs EFM et RF n'ont pas le bon cercle de couverture que le fait que les tirages mécaniques sont très 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 proches. Donc du coup, à moins de faire une bague d'adaptation de 1 poil de millimètre d'épaisseur, ce qui est impossible physiquement, enfin d'un point de vue industriel, on est condamné, quand on a des objectifs EFM, à les utiliser sur un boîtier à monture EFM, et quand on a des objectifs RF, on est condamné à les utiliser sur les objectifs RF. Ouais, tout à fait. Ce qui sous-entend que si tu as commencé à t'équiper en hybride chez Canon en APS-C et que tu veux passer sur du 24-36, il faut tout revendre et tout racheter, parce que c'est pas compatible. Donc ça, c'est pour Canon. Donc 4 montures existantes chez Canon. Chez Nikon, c'est un poil plus simple. Bruno, tu peux nous dire quelles sont les montures chez Nikon? C'est facile, il y en a 2. Il y en a une pour les réflexes, c'est la monture F qui est en activité depuis 1957. Donc, ça veut dire que quasiment tous les objectifs depuis 1957 pour les réflexes, tu peux les monter sur tes réflexes numériques, à quelques variations près, mais il y en a notamment toujours. Le DF qui incarne ça, quoi. Je crois que c'est celui qui permet de vraiment tout monter, me semble-t-il, si je dis pas de bêtises. Oui, mais bon, il a un intérêt. Ça fait longtemps qu'il est plus fabriqué. Tant mieux. Ouais. Il était beau cet appareil. Voilà, et ils ont une deuxième monture qui est la monture Z pour l'hybride. Et là, ils ont fait des choses en grand, mais littéralement. C'est la monture avec le plus grand diamètre, c'est la monture avec le tirage mécanique le plus court. Et ça veut dire que théoriquement, sur une monture Z, tu peux monter absolument tout ce que tu veux. Alors, tu peux une Nikon F, mais à peu près toutes les marques, pour peu que la bague existe. Et cette monture est utilisée à la fois pour leurs hybrides 24-36 et leurs hybrides APS-C. Leur hybride pour l'instant, ouais, le Z50 qui est tout seul, mais effectivement, on peut imaginer qu'il y en aura d'autres. Ouais. Ok, donc 2 montures chez Nikon, une réflexe, la monture F, et une hybride, la monture Z. Chez Sony, c'est encore plus simple. Chez Sony, c'est encore plus simple. Ils ont une monture A
pour les réflexes qui ne sont de toute façon plus fabriqués. Et ils ont une monture pour tout le reste, c'est la monture E, qu'ils ont appelée FE pour le 24-36, mais physiquement, c'est la même monture. Donc tu peux vraiment faire des allers-retours et toutes les combinaisons que tu veux, objectif 24-36 sur boîtier APS-C, objectif APS-C sur 24-36, puisque les appareils Sony sont capables de reconnaître les objectifs qu'il y a dessus, eh ben, ça applique automatiquement le recadrage qu'il faut. Il passe direct en 35 mm, en Super 35, ouais. Ouais. Et ça peut être très pratique pour les gens qui font de la vidéo. Leica, combien il y a de montures chez Leica? Bah là, c'est à Bruno de prendre la parole, hein, je crois. Si on parle de Leica, moi, je peux pas, là, je me tais. Leica, actuellement, ils n'ont plus que 2 montures. Okay. Ils ont la monture M, historique, qui est la monture de tous les records, parce qu'elle n'a aucun contact électrique, et pourtant, elle date de 1954. Avec un tout petit tirage mécanique, pour le coup. Pas tant que ça. Bah, plus court sur un réflexe. Plus court sur un réflexe, mais le tirage mécanique de la monture M, c'est quasiment 28 mm de longueur. Donc c'est l'une des montures hybrides les plus longues. Et ça permet du coup de monter des objectifs à monture M sur n'importe quel autre hybride non Leica. Cette monture M, surtout, elle est tombée dans le domaine public des années 80. Donc théoriquement aujourd'hui, tout le monde peut l'utiliser. Tout le monde peut l'utiliser. Et c'est pour ça qu'il y a autant d'objectifs, notamment chinois, à monture M. C'est parce qu'ils n'ont rien à payer à personne pour ça. Ok, donc la monture M. La monture M et la deuxième monture chez Leica. Ah non, il y en a 3, pardon. Et la deuxième monture chez Leica, c'est la monture L pour les hybrides APS-C ou 24-36, qui est également utilisée par Panasonic et Sigma. Et de manière très marginale, il y a monture S pour leur système moyen format. Voilà. Benjamin, est-ce que tu peux nous parler des montures chez Panasonic? On peut même parler de Lumix et Olympus en même temps. Oui, bien sûr. Qui utilisent tous les deux le système micro 4 tiers. Mais il est vrai que Lumix, par contre, contrairement à Olympus, a rejoint la triple alliance autour de la monture L avec Sigma et Leica, avec ses Lumix S, du coup. Donc voilà. Pour l'instant, la gamme optique en monture L, d'ailleurs, est un peu balbutiante, mais elle croît petit à petit, et notamment Sigma, qui commence à proposer vraiment des choses sympas en termes de focale fixe et de zoom télé aussi, qui peuvent être déficients du côté de chez Lumix. Donc ça commence à prendre. Et Leica sort de beaux cailloux aussi, mais bon, un peu plus onéreux, un peu plus volumineux aussi, pas forcément en rapport avec le gabarit d'un S5 par exemple. Mais c'est une monture qui est en plein essor, à suivre. Donc c'est vrai qu'il y a certains constructeurs qui se sont associés et qui ont décidé arbitrairement, contractuellement, d'utiliser la même monture, si bien qu'on peut utiliser par exemple Olympus et Panasonic avec le micro 4 tiers. On peut aussi bien utiliser des objectifs Olympus sur un boîtier Panasonic et inversement. Avec des limites. Il faut préciser quand même que si par exemple on monte une optique M-Zuico stabilisée sur un boîtier Lumix lui-même stabilisé, le fameux système de double stab revendiqué par les marques ne fonctionnera pas. Idem si on monte une optique Lumix G stabilisée sur un boîtier PN OMD stabilisé, pas de double stab. C'est des petites limites qui peuvent avoir de l'importance quand on fait de la vidéo à main levée, notamment des pose lampe, ces choses-là. C'est juste à savoir. Par contre, effectivement, on peut les monter sur tous ces boîtiers. On peut les monter sur des Blackmagic. On peut, voilà. La monture micro 4 tiers, moi, personnellement, j'en suis assez fan et j'aime bien cette interchangeabilité. Et du coup, la dernière alliance qui s'est créée, la plus récente, pour de l'hybride 24-36 mm, c'est la Helmut Alliance, avec une association entre Leica, à l'origine de la monture, Panasonic et Sigma. Je vous propose qu'on écoute Foucault Provet, le directeur général de Sigma France, qui nous explique un peu pourquoi Sigma a décidé de rejoindre la Helmut Alliance. On l'écoute. Alors, la Helmut Alliance, qu'est-ce que c'est? C'est une alliance objective entre 3 fabricants d'appareils photo et d'objectifs afin d'offrir aux utilisateurs un maximum de confort avec un système ouvert et parfaitement intercompatible entre les marques Leica, Panasonic
et Sigma autour de cette même monture qui est en fait physiquement la baïonnette qui fait le lien entre le boîtier et l'objectif. Pour Sigma, ça remonte à il y a quelques années quand on étudiait la faisabilité d'une monture pour appareil hybride. On a étudié la possibilité de le faire en interne et donc on a commencé à développer tout doucement notre propre monture mirrorless. Et puis lors d'une réunion d'ingénieurs autour du système micro 4 tiers pour lequel nous collaborions déjà avec Panasonic, le sujet a été abordé et après ce sont des secrets industriels que malheureusement je ne connais pas dans le détail. Le bénéfice pour Panasonic et pour Sigma, c'est d'avoir tout de suite une monture disponible qui a fait ses preuves à travers le boîtier SL original de Leica, aussi bien en termes électroniques qu'en termes mécaniques. Et ensuite, le bénéfice utilisateur, c'est l'intercompatibilité entre toutes les plateformes. C'est-à-dire que je peux prendre un objectif Leica monture L et le mettre sur mon petit boîtier Sigma FP. Je peux prendre une optique Panasonic et la mettre sur un boîtier SL, et je peux prendre une optique Sigma et la monter sur un Panasonic S5. Tout ça fonctionne parfaitement. Concernant le futur de la L-mount, je ne peux pas parler au titre de l'alliance générale, puisque moi je suis que le représentant de Sigma en France. Ce qui est sûr, c'est que cette alliance est une alliance ouverte, et que donc il y a régulièrement des discussions, et qu'il est tout à fait possible qu'à l'avenir, un autre constructeur rejoigne cette alliance. Ça c'est tout à fait certain, parce que ça peut encore une fois servir aux utilisateurs. Je reviens sur ce qu'a dit Foucault, notamment la toute fin, le fait que la monture L soit une monture ouverte. Enfin, ouverte dans le sens où si d'autres personnes veulent l'utiliser, ils le peuvent, moyennant royalties, bien sûr. C'est assez intéressant parce qu'il y a une constructeur dont on n'a pas parlé et qu'on a un petit peu oublié, c'est Pentax, qui est le seul à ne pas proposer d'hybride aujourd'hui, qui en a proposé, qui n'en propose plus. Ouais, on les a un peu oubliés, voilà. Mais ils en ont proposé. Qui a sa peinture K historique pour les réflexes, mais qui a priori n'a pas de monture pour ces hybrides, si jamais ils en proposent. Et ça pourrait être très intéressant pour eux d'avoir la même démarche que Panasonic et Sigma, de récupérer une monture qui existe déjà. Alors, probablement pas une monture Canon, probablement pas une monture Nikon, mais je verrais bien un hybride Pentax en monture L, en ce qui me concerne. Okay. Olympus, ce serait imaginable aussi, d'après toi ? Olympus, tout est imaginable. Alors, ce serait rigolo, ce serait un petit peu l'alliance des petits versus les trois mastodontes. C'est un peu ça. Voilà. C'est un peu ça. Moi, j'aime bien, ça fait des chouettes scénarios hollywoodiens. Mais ouais, ça aurait du sens. Et puis, pour le coup, ça mettrait avec une presque monture universelle en commun des constructeurs qui ont chacun une histoire d'opticien, une signature différente, et ça permettrait pour le photographe au final d'avoir un choix de rendu, un choix de focale et un choix d'ouverture très large en fonction de son budget et de ses besoins créatifs. Oui, concernant Pentax, on peut aussi citer le système 645 qui devient un petit peu plus... qui est dans l'ombre aujourd'hui, mais qui sont des réflexes moyen format et qui quand même existent toujours et qu'on trouve à des tarifs plutôt intéressants pour les amateurs de visée réflexe et de moyen format. Concernant le tour d'horizon des différentes montures, on est aussi obligé de citer Fujifilm, qui a fait le pari de l'APS-C et du moyen format. Donc ils ont l'originalité, comme Olympus quelque part, de ne pas aller sur le 24-36 et de miser sur d'autres formats. Donc on a les gammes optiques Fujinon X qui couvrent le format APS-C et Fujinon G qui couvrent le moyen format avec des modèles de 100 millions de pixels comme les GFX100, GFX100S. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des montures natives, ok. Donc les constructeurs qui proposent des objectifs compatibles dans les différentes montures qu'ils souhaitent exploiter. Mais il y a aussi des constructeurs qu'on appelle tierces qui proposent des objectifs compatibles. Par exemple Sigma qui propose des objectifs compatibles dans différentes montures. Alors c'est physiquement le même objectif, mais il est possible de l'acheter, par exemple en ce qui concerne l'hybride 24-36, soit en monture L, soit en monture E. Est-ce qu'il y a d'autres constructeurs qui ont cette philosophie-là, Bruno? Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne? Bien sûr, il y a Tamron qui fait la même chose, mais sur les mêmes montures en plus, et qui a aussi ses gammes réflexes, ses gammes hybrides. Voilà. Après, dans le développement des objectifs, Tamron et Sigma sont légèrement différents. Sigma, lorsqu'ils sont arrivés sur l'hybride, ils ont pris des formules réflexes, et grosso modo, à la fin, ils ont rajouté les
millimètres qui manquaient. Exact. On a l'impression d'un petit tube d'extension sur les Là, focales fixes Art en C'est monture. exactement ce que Xavier expliquait. Il faut juste rajouter le manchon de plomberie pour faire la connexion. Et c'est pour ça qu'on avait des objectifs très très gros au début pour les hybrides. Et ils sont en train de changer. Enfin, c'était prévu, je suppose. Et là, ils redéveloppent des objectifs qui sont vraiment dédiés à l'hybride, qui sont un peu plus petits. Conçu pour ça. Voilà. Cependant, pour un même modèle d'objectif, il peut exister en différentes montures différentes. Bien sûr, un objectif réflexe va rester compatible, afin d'être disponible en différentes montures réflexes et un objectif hybride en différentes montures hybrides. Tamron, lui, a bien scindé en deux ces gammes. Ils ont tout redéveloppé spécifiquement pour l'hybride et ils proposent des formules vraiment différentes, notamment, je pense, à leurs zooms, qui sont spécifiques à l'hybride. Non, mais Tamron, justement, ils sont que sur la monture E, par contre. Ça, c'est une originalité, finalement. C'est un choix. Mais c'est même un constat, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, en objectif complètement compatible, c'est-à-dire avec l'autofocus et tout le bazar, on peut trouver des choses qu'en monture Sony E. Pourquoi on ne trouve pas du RF? Pourquoi on ne trouve pas du Z encore? Non, mais du RF, du Z, après, t'en as chez Samyang, par exemple, et tout. Hein. Samyang fait du RF, fait du Z. Mais c'est vrai que Tamron a fait, pour l'instant, en tout cas, le choix de la monture E, qui est compréhensible. C'est quand même, finalement, les pionniers. Enfin, Leica a été pionnier dans le secteur des hybrides, si on veut être vraiment précis. Mais les Alpha 7 sont là depuis 2013, je crois. Octobre 2013. Octobre 2013, donc c'est pas illogique de miser sur une monture qui est là depuis plus longtemps que les autres, avec des modèles, et il y a une cohérence aussi chez Tamron avec des diamètres de filtres homogènes, avec des gabarits aussi. Enfin, c'est plutôt cohérent ce qu'ils font. Par contre, c'est vrai que pour l'instant, c'est que la monture E. Et du coup, c'est ce qui fait aussi que la monture E est la plus développée en termes de choix d'objectifs, qu'on soit chez Sony ou même ailleurs, hein, pour le coup. Premier arrivé, premier servi, hein, c'est un peu ça. Voilà. Et puis l'intérêt des fabricants d'optiques, c'est de vendre des optiques, et ils vont pas vendre des optiques à des gens qui n'ont pas de boîtier. C'est idiot dit comme ça, mais c'est trivial. Mais c'est ça, mais on voit quand même que voilà, l'arrivée des systèmes RF et Z, notamment chez Samyang, est en train de doper un petit peu aussi, parce que bon, des marques comme Canon, Nikon, c'est historiquement des monstres. Il y a beaucoup d'utilisateurs de ces marques-là. Et les 14 mm, 50 mm, 35 mm Samyang sont en train d'être proposés en monture RF et Z, et ça, c'est prometteur. Voilà. Et ce qui est assez amusant, c'est que du coup, aujourd'hui, les utilisateurs Sony ont le problème inverse, c'est qu'ils ont tellement de choix que finalement, quand ils ont besoin au hasard en 50 mm, ils en ont 25 à disposition, et ça devient compliqué de choisir. On est là pour ça, les tests, ça sert à ça aussi. Exactement. S'il y a bien une question qui doit tarauder bon nombre de photographes, utilisateurs de réflexes, au moment du passage à l'hybride, c'est cette question de la rétrocompatibilité. Est-ce qu'il est possible de réutiliser toutes mes optiques réflexes que peut-être j'ai mis des années à acheter et à acquérir sur un hybride, ou est-ce que je vais être obligé de tout revendre et de tout réacheter? On en est où concrètement aujourd'hui sur ce point-là? Bruno l'a dit tout à l'heure par rapport à Nikon, et c'est juste, Nikon, en sortant la monture Z, a capitalisé sur son historique en monture F en proposant la bague FTZ et en incitant les utilisateurs à opter pour la bague FTZ pour monter les optiques réflexes sur les hybrides. Et c'est plutôt... ça va dans le bon sens. Quelqu'un qui a déjà une gamme optique F complète peut effectivement, dans un premier temps, éviter d'investir dans des optiques Z dernier cri un petit peu onéreuses et les utiliser sur la bague FTZ. Et Canon a fait pareil avec ses R. En premier, les R et les RP, il y avait des kits comprenant une bague EF permettant de monter des optiques EF sur les hybrides. Et ça fonctionne très très bien. Et est-ce qu'on a la même possibilité, par exemple, pour un utilisateur de réflexe Canon ou Nikon, de pouvoir réutiliser ces objectifs sur un hybride Sony ? Quand on reste chez Canon, comme c'est Canon qui fabrique les boîtiers, qui fabrique les objectifs et qui fabrique les bagues, on est certain que ça va fonctionner. Pareil chez Nikon. Canon a fait quelque chose de très très beau, c'est qu'ils ont utilisé l'espace
occupé par la bague pour rajouter des fonctions supplémentaires. Donc non seulement vous pouvez utiliser vos objectifs réflexes, mais en plus vous gagnez des fonctionnalités. Comme quoi? Vous pouvez, ils ont une bague avec filtre polarisant intégré. Ouais, Ça, c'est super intéressant. Ils ont une bague avec une commande électronique intégrée, donc ça permet de rajouter sur les objectifs qui n'en avaient pas, par exemple, une bague de diaphragme virtuelle. Donc ça, des petites choses qui sont intéressantes. On peut glisser aussi des filtres ND, ouais. Ils ont une insertion des tiroirs pour mettre des filtres ND, ce qui est génial en vidéo. C'est vrai que c'est... Mais après, le problème que tu soulèves, c'est effectivement, lorsqu'on part d'une marque X, qu'on va sur une marque Y et qu'on achète la bague de la marque W, ça fonctionne pas toujours de manière optimale. Admettons que X soit Canon, que Y soit Sony. Quelle marque W propose donc une bague qui permet d'utiliser des objectifs Canon sur des hybrides Sony? Sigma. Sigma, parce que Sigma a l'avantage d'avoir le savoir-faire en monture Canon, d'avoir le savoir-faire en monture Sony. Donc, ils savent se débrouiller entre eux. Et s'ils ont besoin de faire des tests, ils ont juste à aller dans le bureau d'à côté pour vérifier. Mais quand on veut de l'AF, ouais, t'as raison, c'est Sigma qu'il faut choisir. Par contre, moi j'apporte juste une toute petite nuance d'utilisation. Elle vaut ce qu'elle vaut comme ça, mais au niveau du ressenti de l'AF, pour avoir testé par exemple un EF 100-400 mm, donc monture EF Canon Reflex, sur un Sony Alpha 7 III plein format, et sur un Lumix S, parce que Sigma propose aussi une bague EF vers monture L, j'ai constaté des performances d'autofocus vraiment différentes de l'un à l'autre, notamment l'autofocus avec suivi continu. Les amateurs de rafale, de sport, faut faire très attention sur ce sujet. En général, avec les bagues, il y a des restrictions, c'est-à-dire l'impossibilité d'assurer un suivi AFC. C'est valable aussi avec les bagues Metabones, que moi j'aime bien, qui font gagner un peu de diaph, parfois un petit peu d'angle de champ aussi, mais il y a de grosses limitations en mode AFC. Et alors, concernant cette différence entre les Sony et les Lumix que je viens de citer, est-ce que c'est dû au fait que les Lumix ont un système à détection de contraste, donc du coup ils sont moins réactifs? Je sais pas, c'est possible, mais en tout cas j'ai trouvé que c'était poussif au niveau de l'autofocus dans ces conditions-là, donc il faut être vigilant sur ces points-là aussi. Ok, en fait, on se rend compte que c'est un peu le bazar quand on veut changer de crèmerie, entre guillemets, de marque. C'est compliqué au niveau des objectifs. Alors, pour le coup, vous allez dire, on remet le doigt encore un peu sur Sigma, mais ils ont une politique qui est assez intéressante. C'est-à-dire que eux, ils proposent un programme de changement de monture. Je m'explique. Admettons que je sois équipé de plusieurs objectifs Sigma en monture native Sony E. Ok. Et que je décide un jour de passer chez Lumix avec le S1, le S1R, le S1H ou les futurs boîtiers qui pourraient arriver dans le futur, je peux demander à Sigma de me transformer physiquement mes objectifs Sony E en monture L. C'est pas mal ça, non? Sur le papier, en tout cas. C'est sur le papier, c'est super bien, d'autant plus que l'opération est faite en France pour la plupart des objectifs. Sinon, ils renvoient ça à l'usine et pam, ça prend 10 jours, 2 semaines grand maximum. Après, ça reste dans la limite des montures qui sont proposées par Sigma. Bon, ça paraît évident dit comme ça, mais si vous avez un objectif au hasard à monture E et que vous voulez l'adapter sur votre hybride Fujifilm, Sigma ne proposera pas de monture Fujifilm. Ça vous faites pas. Ça, c'est pas possible. C'est vrai, c'est pas mal. Et il y a un truc qu'il faut rajouter pour le changement de monture quand même, c'est que les tarifs sont assez conséquents. Il faut quand même bien réfléchir au moment où on choisit. Alors donc là, on vient de faire le tour un peu sur l'intercompatibilité, mais sur des objectifs hyper modernes, avec autofocus et tout le bazar. Mais il y a aussi tous les objectifs manuels. Ok. Là, c'est quoi les règles, Bruno, pour pouvoir utiliser un objectif sur un hybride? Il faut respecter le cercle de couverture, le tirage et simplement acheter une petite bague mécanique? Alors déjà, le cercle de couverture, ça va aller très rapidement parce qu'en argentique, dans 90% des cas, de toute manière, votre objectif couvre le 24-36. Donc de ce côté-là, il n'y a pas vraiment de souci à vous faire. Que vous continuez d'utiliser sur un hybride 24-36, sur un hybride APS-C, sur un hybride micro 4 tiers, a priori, ça va passer. Voilà. Après, la règle, c'est comme vous allez utiliser la plupart du temps un objectif conçu pour un réflexe qui de toute manière va avoir un tirage mécanique plus grand,
La seule contrainte, c'est de vérifier qu'il existe une bague. Ok, et il en existe dans toutes les configurations possibles? Et il en existe quasiment pour tout. Et s'il n'en existe pas, alors on commence à rentrer dans le domaine du bricolage, mais vous pouvez utiliser des bagues intermédiaires. C'est possible. Voilà. Après, c'est vraiment, encore une fois de plus, de la plomberie. Vous avez un espace à combler et vous pouvez le combler de la manière que vous le voulez. En plus, ce qui est important de préciser, et c'est un des intérêts majeurs des systèmes hybrides, donc à visée directe, à visée électronique, c'est que avec des assistants comme le système du focus picking ou la possibilité de très simplement pouvoir zoomer sur une partie de l'image, on peut de manière très agréable et très facile utiliser des objectifs 100% manuels avec une très grande précision. Avec une très grande précision, mais avec une limite cependant, c'est que vous allez perdre la plupart du temps la possibilité de... vous allez viser la plupart du temps en ouverture réelle. C'est-à-dire que l'ouverture de visée va être l'ouverture de prise de vue ou plutôt l'inverse. Ça veut dire que si vous voulez prendre une photo à f8, vous allez d'abord fermer à f8 et après, vous allez travailler à f8. On perd ce qu'on appelle la présélection automatique du diaphragme. Exactement, qui est une invention française. Alors, une des questions qu'on peut se poser maintenant, c'est pourquoi des marques comme Canon, Nikon ont décidé de développer de nouvelles montures hybrides. Alors, pour tenter d'y répondre, on s'est entretenu avec Nicolas Gillet, qui est le directeur marketing et de la communication de Nikon France. Il nous explique en détail les secrets de la nouvelle monture Z et ce qu'elle permet de faire de plus que la traditionnelle monture réflexe F. On l'écoute. Alors, la principale différence entre la monture F, qui date de 59, et cette nouvelle monture Z, depuis lancée en 2018, elle a été conçue pour en fait permettre de se projeter dans le futur et d'abroger toutes les restrictions dont faisait preuve en fait la monture F. L'idée en fait d'avoir un tirage mécanique beaucoup plus petit, dont on peut profiter en fait puisqu'il n'y a plus de miroir dans la monture Z. On a aussi augmenté la taille du diamètre de la monture, ce qui permet d'un point de vue optique de faire des conceptions d'objectifs beaucoup plus simples et beaucoup plus qualitatives. Si on se met à la place d'un pixel sur le capteur et qu'on regarde la monture, on a en fait une zone d'ouverture ici beaucoup plus large si on est très proche de la monture et que la monture est très large. Sur la monture F, quand on est au fond de la boîte noire, le petit trou en fait est beaucoup plus restreint finalement puisqu'on est plus loin de ce trou de la monture et la monture est plus petite. Ce qui permet donc de faire des conceptions optiques beaucoup plus efficaces sans avoir à redresser finalement les rayons de lumière, notamment dans les angles, pour avoir une image beaucoup plus pure issue de la lentille arrière de l'optique. Donc cette monture, elle permet à la fois de faire des formules optiques beaucoup plus qualitatives et paradoxalement aussi beaucoup plus compactes et légères. La conception optique peut être beaucoup plus symétrique entre les lentilles avant et lentilles arrière. La communication entre l'objectif et l'appareil photo est primordiale et ça le sera de plus en plus. Il y a beaucoup de choses qui communiquent. En changeant de monture entre la monture F et la monture Z, on a aussi multiplié le nombre de contacteurs électroniques qui permettent en fait justement de passer les informations et on a également augmenté le bus, c'est-à-dire la rapidité de communication entre le boîtier et l'optique. Ça permettra à la fois de gérer mieux l'autofocus et de faire passer des choses qui aujourd'hui ne sont pas forcément même pensées, mais qui permettront en fait d'apporter de nouvelles fonctionnalités, des nouvelles façons de gérer l'image et de la corriger en temps réel. C'est déjà le cas par exemple, notamment en termes de vidéo. La monture F n'est pas capable, contrairement à la monture Z, de gérer et de compenser en temps réel le focus bracing, le changement de point quand on zoome, ou l'inverse, le changement de perspective quand on change la mise au point. C'est des effets en fait qui sont assez désagréables en vidéo, qui n'ont pas d'impact en photo. Donc ça, c'est un avantage notamment offert par la monture Z. On peut aussi parler d'intelligence artificielle, la rapidité en fait des informations qui sont transmises entre les deux vont permettre aussi de mieux gérer la détection en fait des typologies de sujets qui sont en face de l'appareil pour que l'algorithme en fait nous permette de mieux gérer et de mieux appréhender ce qui se passe et donc d'optimiser le rendu à la fois d'autofocus mais aussi pourquoi pas de gestion des couleurs et de traitement d'image.
C'est impressionnant un peu toutes les choses qui sont possibles grâce à la nouvelle monture Z. Moi, j'aimerais qu'on revienne un peu sur la possibilité de développer, de concevoir des objectifs différents ou différemment. Bruno, tu peux nous dire quelque chose là-dessus ? Alors, c'est un petit peu ce qu'expliquait Xavier tout à l'heure dans sa capsule. C'est lorsqu'il parlait des grands angles qui sont beaucoup plus difficiles à concevoir, notamment sur une monture réflexe, parce qu'on est assez loin du capteur ou de la pellicule. Ça, c'est des choses qui vont devenir plus simples, enfin qui sont déjà d'ailleurs plus simples avec des hybrides. Les objectifs lumineux sont également plus simples à développer sur des objectifs hybrides. C'est pour ça qu'on a beaucoup de f1.8, de f1.4, et que Nikon a réussi à battre son record historique qui stagnait à f1.1, et c'était un record qui avait quasiment 70 ans. Là, ils sont descendus à f0.95. Le Noct 0.95. Et inaccessible. Théoriquement, il pourrait... il est surtout inaccessible parce qu'il pèse 2 kg. Et pour un 58 mm, c'est costaud. Théoriquement, on pourrait être encore plus lumineux. Bon, ça poserait d'autres problèmes, mais ce serait possible. Mais c'est vrai que ce que tu dis, on le voit aussi chez d'autres. On le voit chez Sony qui vient de sortir coup sur coup des optiques, qui vient de sortir un 50 mm 1.2, ce qui est une première aussi pour la monture E. On l'a pensé limiter la monture E à un moment en termes de caractéristiques par rapport aux autres. Finalement, non. Alors en fait, ce qui est super intéressant avec le 50-1.2 Sony dont tu parles, c'est pas tellement le fait que ce soit un 50-1.2, parce que ça fait des années qu'ils savent le faire. C'est le fait que c'est un 50-1.2 qui est très compact. Enfin, très compact. C'est vrai. Pour un 50-1.2. Et c'est ça qui est intéressant. On peut repartir sur sur des combinaisons focales ouverture qui existaient déjà sur du réflexe, mais vraiment arriver à atteindre la promesse d'un système plus compact sur un hybride. Voilà. Et la raison pour laquelle tout ça c'est possible, c'est parce que grâce au diamètre plus grand et au tirage plus court, les rayons incidents sur le côté sont moins penchés, donc il y a moins besoin de les corriger. Donc qui dit moins de correction dit besoin de moins de lentilles, moins de place, moins de poids, moins de choses à tripatouiller. Donc ça c'est qu'une histoire de millimètres, mais quand on met tous les petits avantages techniques les uns à côté des autres, on arrive à faire ça. Et puis il n'y a pas forcément de sacrifice sur la qualité optique finale, hein, le piqué, tout ça. Le 51.2, nous, pour l'avoir mesuré, c'est assez exceptionnel comme optique. Il n'y a pas le côté mou qu'on pouvait avoir sur certaines optiques réflexes à pleine ouverture, par exemple. D'autant plus qu'il y a aussi maintenant énormément de progrès sur les fameux algorithmes de correction optique embarqués dans les appareils, qui sont des profils de correction vraiment taillés sur mesure pour les objectifs et pour les objectifs dans différentes configurations. Oui, mais d'ailleurs, attention, parce que pour les plus pointilleux, certaines corrections intégrées peuvent faire perdre un petit peu d'angle de champ. Je pense à des ultra grands angles comme un 12 mm, un 14 mm, notamment sur les Lumix. Quand c'est un petit peu trop accentué, on peut perdre la sensation d'avoir un vrai 14 mm, qui sera plus un 16 en réalité quand on regarde de près. Voilà, ceci dit, ces corrections elles ont un avantage, c'est qu'elles permettent de proposer des objectifs un peu moins parfaits, parce que certains défauts, on est capable de les corriger de manière électronique. Le vignettage, il n'y a rien de plus simple à corriger. La distorsion, c'est assez facile à corriger. Et du coup, qui dit objectif plus simple, fait aussi objectif moins cher. Et quand on peut payer 400 €, 500 €, on va dire, un objectif et obtenir des résultats qui, dans 95% des cas, ou pour 95% des photographes, équivalent ceux d'un objectif 2 fois plus cher, franchement, il n'y a pas à sourciller, hein. Le problème après, ça va être le photographe. Ok, très bien. Bon, tout ça, c'est très complexe, c'est très technique. J'espère quand même qu'on a réussi à faire comprendre un certain nombre de choses à nos auditeurs et qu'ils y voient un petit peu plus clair dans cette jungle de la compatibilité optique et des différentes montures proposées par les constructeurs. On passe à la suite et on attaque la dernière partie de l'émission, la séquence FAQ.
Comme toutes les semaines, vous avez la possibilité de nous poser des questions auxquelles on répond dans l'émission. Alors, pour nous poser la question, c'est très simple. Vous nous retrouvez sur notre compte Instagram le week-end qui précède la sortie de l'épisode. Cette semaine, on a reçu toujours beaucoup de questions. J'en ai sélectionné 3. 2 pour toi, Bruno, et 1 pour toi, Benjamin. Je rappelle la contrainte. Nous n'avons que 30 secondes pour essayer de répondre de la manière la plus claire possible à la question. Alors je commence avec la première question qui t'est destinée, Bruno, et qui nous vient d'un certain Dominique. Alors Dominique se demande quelle est la monture hybride la plus aboutie du marché ? La monture Z. Ah, il me reste encore 28 secondes. Dans un monde parfait, tout le monde utiliserait la monture Z parce que c'est ce qui permet d'adapter le plus de choses possible. Après, c'est une histoire de politique. Est-ce que Nikon va ouvrir sa monture à d'autres constructeurs tiers d'objectifs, ça c'est un autre problème. Après, la monture Z, en vrai, ça va dépendre des objectifs que vous possédez déjà. Donc, mais pourquoi la monture Z très vite ? Parce que grand diamètre, parce que petit tirage mécanique. Parfait, très clair. Au moins, c'est monture Nikon Z. Ça, c'est réglé. Deuxième question pour toi, Benjamin, qui nous vient d'une certaine Claire. Et Claire se demande si c'est vraiment pratique d'utiliser des optiques à mise au point manuelle sur un hybride. La réponse est oui, mais elle l'est aussi sur un réflexe. Moi, j'utilise des optiques AIS. On revient à Nikon sur un D750 avec toutes les infos, le témoin de vérification de la mise au point, les données EXIF transmises aussi. Moi, je me régale avec ça. La possibilité de paramétrer aussi la focale, le diaphragme dans les menus. Donc ça marche très bien et j'utilise beaucoup mon Summicron C40 mm avec une bague Kipon sur un Sony et une bague 7 Artisan sur un Lumix S. Et enfin, dernière question, une question un peu spéciale qui t'est destinée, Bruno. Une question qui nous vient d'un dénommé François. C'est une question qui tue. François se demande pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une seule monture universelle. Parce qu'il faut faire de l'argent. En fait, c'est probablement l'une des meilleures réponses, c'est que la photographie c'est sympa, mais si on peut gagner de l'argent et vendre ses propres objectifs, c'est mieux. Après, il y a des raisons physiques. Ce serait idiot d'avoir une monture très très grande pour des boîtiers tout petits. Ce serait restrictif. Et après, il y a des histoires de communication, de communication électronique, de communication mécanique. Et puis de toute façon, on s'ennuierait si avec une seule monture pour tout faire, franchement. On ferait pas d'émission. Merci beaucoup, Bruno. Et voilà, est arrivé le moment de se dire au revoir, de conclure cette belle émission dédiée aux montures optiques. Merci beaucoup Bruno d'avoir été avec nous une nouvelle fois. Quelles sont tes actualités du moment ? Alors merci une fois de plus de faire appel à moi et de me sortir de ma tanière, surtout en ce moment. Les actualités du moment, outre les tests et les articles, je suis en train de collecter beaucoup de montures et de boîtiers de montures différentes et d'objectifs différents parce que j'ai à petite échelle l'intention de faire de la location de matériel argentique. Donc il y aura du Leica M, il y aura du Nikon, il y aura du Canon, il y aura du Contax, il y aura du Topcon. Ce n'est pas une insulte. C'est possible ça ? Il y aura du Xpan, exactement. Cool. Donc il y aura des choses intéressantes et... Un Contax G2 ? Pardon ? Un Contax G2 ? Non, je préfère les appareils qu'on peut réparer. À la base, c'est du matériel que j'avais acheté pour mon usage personnel et aussi parce que je trouvais ça intéressant d'avoir un historique de ce qui a existé en photographie. Donc ça me sert pour les articles, mine de rien. Et comme ça prend la poussière chez moi, autant que d'autres puissent s'amuser avec. Ça marche. Écoute, merci beaucoup une nouvelle fois. Et puis, normalement, on devrait se retrouver bientôt. Historiquement, tu fais toujours nos ouvertures de saison. Donc, on espère t'avoir avec nous pour le premier épisode de la saison 3 à l'automne prochain. Benjamin, quelle est l'actualité du monde de la photo, s'il te plaît, cette semaine ? Le pont est tout trouvé avec ce qui vient d'être dit, puisque vous pourrez trouver au sommaire notamment un dossier sur le grand retour de l'argentique, signé par Sieur Labarbère. Et puis aussi un grand dossier sur le mode manuel, une interview en long en large avec Nikos Aliagas. Vous l'avez déjà écouté à nos micros, vous pourrez voir ses photos.
Et puis enfin, on a un gros comparatif entre des imprimantes A3+, Canon et Epson et un test de DxO Pure RAW. La semaine prochaine, on retourne sur les bancs de l'école avec une émission dédiée aux formations photo. Nous aurons le plaisir de recevoir le professeur en photographie Guillaume Moreau et Ilan de Raspid, le fondateur de Studio Jiminy. Merci à tous de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. C'était Faut pas pousser les ISO, le podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Cet épisode vous a été présenté par les hybrides et optiques Nikon Z. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes comme Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, Deezer et YouTube. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, faites de la photo et n'oubliez pas, faut pas pousser les ISO.